Bonsoir, bienvenue pour ce nouvel épisode des Seigneurs de la F1, le troisième de la saison déjà, qui nous a emmenés en Arabie Saoudite, sur les terres à Jeddah, plus précisément. Et aujourd'hui, on va vous parler de différents sujets. Tout d'abord, les 12 heures de Sebring, où Yo-Yo nous parlera de tout ça, de ce qui s'est passé. Ensuite, je vous parlerai de WRC. On va parler de la F2. Il n'y avait pas de F3 malheureusement ce week-end. On va parler de Red Bull et on va parler aussi de ce qui s'est passé lors du Grand Prix de ce week-end. Et puis après, en route vers Melbourne, qui sera notre futur Grand Prix dans 15 jours. Et tout d'abord, bienvenue à tous et puis merci de nous suivre. Et bienvenue à nos présentateurs du jour. Yo-Yo, comment tu vas bien? Ça va et vous, après un beau week-end de sport automobile qui a commencé vendredi et qui s'est conclu hier soir, donc on a eu un beau petit week-end. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait de quoi faire entre WRC, F2, Sebring comme on le disait, et la F1. La semaine prochaine, ça sera un peu plus compliqué, où il y aura un peu moins, mais il y aura le retour du MotoGP. Donc ça sera impeccable. Alex, toi, comment ça va? Ça va. Effectivement, week-end auto, et j'avoue que ça m'a manqué aussi de ne pas avoir la F3. Je vous ai posé la question en disant mais il n'y a pas de F3 ce week-end. Ça y est, finalement, je suis tombé accro aussi. Ouais, mais il y avait la F2. T'as regardé la F2? Mais il y avait la F2, effectivement. C'était sympa aussi. Ah, on en parlera. Pas pour cher. Ah oui. Et Martins aussi. Mais on aura le temps d'y revenir. Très bien. Du coup, on va pouvoir commencer tranquillement avec le premier sujet. On va parler plutôt actu sport auto, parce qu'il n'y a pas que la F1 dans la vie. Et on le voit tout au long de nos podcasts. C'est toujours bien de s'intéresser aussi aux autres catégories. Et il y a du spectacle. Et notamment, on va en parler avec les 12 heures de Sebring qui est du coup de l'endurance. Et Yo-Yo, Alex, je sais que vous avez suivi un peu tout ça, avec notamment un peu un chaos final. C'est ce que j'ai trouvé un article où il y a eu vraiment tout plein d'accidents à toute fin. Et je vous laisse nous raconter tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a pu voir? Comment aussi on peut donner envie aux gens de suivre l'endurance? Et pourquoi ce serait intéressant pour eux de suivre l'endurance? Yo-Yo, peut-être? Écoute. Ok, je commence. Alors, pour faire déjà pour présenter un petit peu Sebring, c'est un week-end de course particulier. Il faut savoir qu'à Sebring, depuis maintenant 3 ans, je crois, je ne me trompe pas, tu as un week-end de course qui commence le vendredi où tu as la course d'endurance du WEC, donc avec les 1000 miles de Sebring, et le samedi, tu as les 12 heures de Sebring, donc avec l'IMSA. Donc WEC, championnat du monde, et IMSA, championnat américain. Donc pour rappeler un peu, donc en WEC, pas de surprise, les deux Toyota ont dominé. Porsche qui fait un premier podium, Ferrari qui fait un premier podium pour son retour. Les Peugeot qui sont à l'ouest total, et Porsche entre les Peugeot et les Ferrari. On peut donc en wake domination totale des Toyota avec plus de 2 tours. Et par contre le samedi il y a la course, donc l'IMSA, la course américaine, incroyable. Pendant plus de 11h30, les premiers, donc il y avait l'Acura, la Porsche et si je ne me trompe pas, il y avait l'ABM et une Cadillac. Ouais, c'est ça, la Cadillac. Les 4 se tenaient en quelques secondes. Donc entre les deux premiers, il y avait quasiment 1 seconde d'écart. Alors on commence en IMSA, on commence 2 jours, on finit la nuit. Donc gros crash à la fin. Je sais pas si Nico il y a les images ou pas. Je pourrais l'image du crash. Aussi, au fur et à mesure, ouais. Alors on arrive à 11h30 et donc là, ce qui se passe, c'est que les deux se battent. Donc t'as la Porsche et la Cura qui se battent. Elles se touchent une première fois. Il y a la Porsche qui va dans l'herbe et qui ne freine pas. Alors je ne comprends pas pourquoi elle ne freine pas. Elle a continué à l'accélérer. Elle a touché l'Acura
Et donc là, les deux se sont mis out et d'autres concurrents qui arrivaient derrière, donc dans d'autres catégories, se sont également touchés et ont donné la victoire à la Porsche. Ouais, exactement, c'est ce qu'on voit sur les images avec. Pour ceux qui sont en podcast, n'hésitez pas à suivre la VOD. Et on voit du coup cette fameuse touchette et là un phénomène de strike, comme il peut se passer souvent, où le concurrent emporte tout le monde un peu sur son passage et ça crée un embouteillage un peu monstre. Et les Américains sont friands de ça, donc des big one comme ils appellent en NASCAR. Donc c'est du drama, mais ils sont tous contents. Après, ils relancent et ça repart avec des dépassements dans tous les sens. Donc petit drama, mais belle victoire en tout cas, belle course. Ces 12 heures, on s'ennuie jamais. En tout cas, l'IMSA, on ne s'ennuie jamais. Les voitures se tiennent en quelques secondes. En rappelant que dans l'IMSA, il y a les LMP3 aussi. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des protos, pas mal de protos. Ce qui change des GT qu'on voit en WEC. Mais du coup, t'en parlais un peu, on va dire l'inefficacité de Peugeot. Tu peux nous en dire quelques mots parce que on sait que c'est un prototype quand même vachement impressionnant. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer déjà sur Sebring? Alors moi sur Sebring, je n'attendais pas grand-chose de la Peugeot. Alors son niveau efficacité, on a une voiture qui n'a pas d'aéro, qui n'a pas d'aileron. Donc on sait très bien que ses circuits de prédilection, ce seront Le Mans, parce que c'est un circuit où tu as pas mal de lignes droites, et Lys et Monza. Et là, on est plutôt pour moi, on est plutôt sur un problème de fiabilité. Excusez-moi. Donc, où là, la voiture ne fonctionne vraiment pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de problèmes. Soucis au niveau des freins, soucis au niveau du moteur. Des crashs, ils sont impliqués dans des crashs. C'est la faute à pas de chance également. On est vraiment à un niveau où c'est compliqué de savoir si la voiture performe tellement. Elle a des soucis, des pannes mécaniques. Et puis Sebring, c'est un circuit américain. Comme on a pu le voir, je sais pas si pour ceux qui ont suivi en tout cas la course, circuit très irrégulier, pas mal de bosses, il y a mis des trous. Donc quand tu as un aéro comme ça, tu sais très bien que ta voiture, avec une voiture comme ça ne fonctionnera jamais. Ouais, c'est un peu terrible, on va dire, pour eux, parce que du coup, ils avaient quand même mis les moyens, je trouve, avec ce nouveau prototype. Mais oui, comme tu moi, dis, ce prototype, ouais. Moi, ce prototype me fait un peu penser à la Mercedes de l'année dernière et de cette année. Ils sont partis à l'opposé de tout le monde. Et au final, ça ne fonctionne pas du tout, quoi. C'est vrai. Il faudrait repartir sur une carte blanche, reprendre quelque chose de plus traditionnel, reprendre comme les autres et prendre un autre programme pour performer en tout cas sur toutes les courses. C'est une belle analogie avec la F1. Et toi, Alex, si tu as regardé un peu. Moi, j'ai regardé plutôt l'IMSA, du coup, parce que c'était à voir. Parce que t'es américain, c'est ça ? Regardez ça. Parce que je suis américain, effectivement. et même si, effectivement, j'aurais pu regarder le WEC pour supporter Ferrari. Mais non, l'IMSA, c'est quand même plus l'éclate, faut se le dire. Et puis, ça date d'il y a longtemps. À l'époque, ça devait être encore plus intense avec les gros V8, boîte manuelle, avec les grosses voitures. Là, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Et surtout, Sebring, c'est quand même un circuit complètement dingue. J'imagine même pas les pilotes dedans, vu le nombre de bosses et la transition entre du goudron et après une sorte d'espèce de gravier, terre, enfin pas mal de choses comme ça. Ça doit pas être assez agréable quand même pour un pilote. Et surtout, qui plus est quand même, je pense sur 12 heures, ça se relaie en 4x3, hein, il me semble. Déjà, rien que de tenir 4 heures avec cette intensité, c'est assez compliqué, quoi. Mais gros respect en tout cas pour les pilotes, parce que c'est pas facile. Mais si je dois retenir aussi un truc, c'est que les voitures sont quand même assez belles, hein. Quand on voit entre l'IMSA et le WEC, c'est magnifique de les voir à l'arrière. Bon, il y a la Peugeot qui fait un petit peu tâche, effectivement, comme on peut le voir là sur cette image. Il manque quelque chose quand on se dit, oh là, elle a déjà subi des dégâts, mais en fait, pas du tout. Mais elles sont quand même assez imposantes, quoi. Et puis on reconnaît un petit peu le symbole Toyota, même si il y a quelques années, on aurait dit, tu vois, la Porsche de l'époque. Porsche avait aussi des grosses bulles à l'avant en termes de feu. Et maintenant, on est plus sur quelque chose de sobre. Mais
Mais Et puis, ça fait plaisir d'avoir ça. c'est quand même un des seuls moyens où tu peux avoir une Ferrari tout devant. Aussi. Oui, Ah, je te c'est chante. ça, ouais. Mais bon. Bah, il était deuxième, Leclerc, et puis il s'est fait pénaliser, malheureusement, mais bon. Ok, bah, merci messieurs pour Ouais. Alors, je vais juste Ah, rajouter un petit truc. vas-y. Ouais. On va juste féliciter un petit peu notre. On aime bien soutenir un petit peu les femmes, nous, de notre côté. Et on va mettre à l'honneur Dorian Pain, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est une pilote qui pilote chez Prema en WEC, en LMP2. Elle est toute jeune, elle a 19 ans. Et ils ont fini deuxième, donc les calculs n'étaient pas bons au niveau de l'essence. Donc au bout, ils ont ravitaillé, je crois, où il restait 5 minutes, 5-10 minutes, un truc comme ça. Et sinon, ils ont été leaders toute la course. Et elle a fait une très belle performance pour ses premières courses d'endurance chez Prema. Donc Prema, pour quelqu'un d'habitué de voir en F2 et F3. Justement, c'est derrière, on a parlé des passerelles possibles. Après la F2 et la F3, il n'y a pas que la F1. Donc là, on voit l'exemple petit petit. Ok. Bah, 19 ans quand même. Hein. Bravo à elle, parce que c'est pas facile d'arriver aussi dans ce répertoire un peu de masculinité du côté que ce soit en WEC ou en LMP. Donc GG. Très bien. Bah, merci Yo pour la précision. Alors, on va passer sur la deuxième actu du week-end, qui est plus côté WRC. Est-ce que vous avez regardé ce rallye ou pas? Ou regardez des résumés? Pas du tout. Pas du tout. Je vais vous en parler parce que vu que c'était le rendez-vous pour les fans de rallye, avec une victoire de Sébastien Ogier, qui du coup revient de temps en temps sur des circuits, enfin sur des spéciales pour voir s'il est encore un peu au niveau, mais on sait qu'il l'est déjà. Et il a, on va dire, pas terrassé parce qu'il a mis 27 secondes sur 23 spéciales, mais il a vraiment dominé la plupart des spéciales. Et en vrai, le circuit, enfin, on va pas l'appeler circuit, mais le week-end, quand ça se passe au Mexique, c'est assez impressionnant. Pour ceux qui sont notamment en live ou en VOD sur YouTube, on va pouvoir vous mettre des images avec notamment des envolées. En fait, ils ont fait sur pas mal de spéciales, ils ont fait une envolée à la fin où tu termines et tu fais envoler la voiture avec un méga jump. Et c'était assez impressionnant parce que on voyait tous les pilotes qui à la fin se tenaient un peu le ventre parce qu'en fait ça faisait trop mal quand ils atterrissaient. Donc là on le voit, le méga jump à la fin. Et ils avaient même un concours de celui qui allait le plus loin pour voir en fait ce qui se passait. et c'était assez drôle. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu, je crois que c'était samedi, la course a été arrêtée parce qu'en fait il y a quelqu'un qui a heurté un poteau. Donc l'API, il a heurté un pylône électrique qui est tombé sur la voiture. Donc il y a les images sur la vidéo. Et en fait, du coup, ils ont été obligés d'arrêter la spéciale. Donc pour ceux qui ne suivent pas trop la WRC, c'est un enchaînement en fait de 23 circuits, 23 tracés, qu'on appelle les spéciales. Et à la fin, en gros, on cumule les chronos. Et à la fin, on voit qu'il y a un gagnant. Et ce qui était assez fou, c'est que durant la 23e spéciale, donc du coup la dernière, en fait, il y avait une bataille entre Thierry Neuville et Evans. Et ça s'est terminé à 0,4 secondes, ce qui est assez rare en WRC, en rallye, pour que ça termine aussi proche entre deux concurrents, surtout pour la deuxième place. Donc voilà, donc c'était un très beau rallye, et j'ai hâte de voir les prochains. Donc ce qui est un peu spécial avec les rallyes, c'est que ça prend du temps. Parce que du coup ça prend pas mal de temps à regarder et que souvent ça commence le jeudi et ça se termine soit le dimanche matin, soit le dimanche soir. Et le prochain est en Croatie, donc ça s'annonce pas mal. Par contre, voilà. Nico, tu peux nous expliquer comment Ogier arrive à être leader en ayant participé à moins de courses que les autres? Ah oui, ça c'est la grande spécialité du rallye, c'est qu'on peut revenir, on peut venir faire un petit coucou de temps en temps et se dire tiens, je vais aller concourir pour tel rallye.
Et en fait, Ogier, il a été premier à Monaco, donc au rallye de Monte-Carlo. Il a été premier au Mexique, ce qui lui fait 56 points. Donc du coup, il est devant tout le monde alors qu'il n'a pas fait le rallye de Suède. Ce qui est assez fou. Hein. Ce qui est dingue, parce que Thierry Neuville, qui est derrière, il a fait 3e et 2e, et il a 53 points. Et c'est parce qu'en fait, il a tellement écrasé tout le monde sur les 2 trucs auxquels il a participé qu'en fait, il y a une spéciale bonus à chaque fois. Et là, sur la spéciale bonus du Mexique, il a marqué 5 points. Donc, en fait, il est vraiment au-dessus. Hein. Souvent, c'est ça qui est assez fou avec le rallye. On retient souvent Sébastien Loeb. Mais Sébastien Ogier, en fait, il a 8 titres de champion du monde. Et des fois, il revient, il écrase tout le monde. C'est juste qu'il n'est pas dans la lumière comme elle a pu être Sébastien Loeb à une époque. Tu t'appelles Sébastien, t'es français, c'est bon, tu fais du rallye et t'es champion du monde. Voilà, c'est ça. Mais franchement, cette année, il y a le petit jeune Rovan Perra qui avait gagné. Mais il y a Thierry Neuville qui est très très fort. Et pour ceux qui ont pas le mal des transports, je vous conseille vraiment de regarder le rallye en on-board, donc c'est-à-dire caméra dans le cockpit, parce que vraiment c'est impressionnant de voir. Je comprends pas comment ils font, notamment les copilotes, grands chapeaux. C'est un peu notre passion pour les grands chapeaux à tirer pour tout le monde. Mais quand ils lisent un board, donc ils vont lire le bouquin de tout le tracé pour lui dire tiens, là il faut aller à gauche, à droite, passer telle vitesse, etc. Ils font ça à une vitesse, c'est assez impressionnant. Et comment être malade. Ouais, c'était ça, complètement. Et lors du Grand Prix Grand Prix, je perds mes mots à chaque fois que je parle de rallye. Sur la spéciale du rallye, il y avait un moment où en fait tu étais en pleine poussière et tu étais à 175 km/h fond de balle sur un petit chemin. Et à droite, il y avait le dévers et à gauche, il y avait un talus. Et voilà, ils sont à 175 là-dedans. Et le mec est en train de te lire ton board et de prendre les virages comme il faut. Ouais. C'est magnifique. Quand on vous dit que le sport auto, c'est quand même assez différent selon les catégories, mais à chaque fois, ce qu'on retient, c'est que c'est aussi un sport d'équipe entre le copilote et son pilote, mais aussi de toutes les teams qui les accompagnent parce qu'ils doivent réparer les voitures, etc. Et ce qui est assez fou, c'est que qui est dans l'équipe Hyundai? Il y a Cyril Abitboul qui est dedans, qu'on connaît très bien et qui était l'ancien, on va dire quoi, manager de Renault F1 Team. Renault. Il y a 2-3 ans. Ouais. Donc voilà. Donc rendez-vous en Croatie en avril pour une nouvelle manche du rallye. Avec, je crois qu'il n'y a pas Ogier. Je crois qu'il reviendra pour la Finlande, c'est sûr, je crois, mais peut-être l'Italie. Donc on verra s'il marque des points. L'Italie, c'est Monza, c'est ça? Je sais plus exactement où c'est en Italie. Faudrait que je me renseigne. Il y avait une époque où l'Italie, il y a une partie à Monza. Ouais. Ah ça serait intéressant de voir. Mais le rallye de Croatie, je le regarde pas trop. Mais celui qui est impressionnant aussi, c'est le rallye du Portugal, rallye de Finlande, rallye de Kenya et rallye du Japon pour terminer, qui est magnifique. Donc voilà les rendez-vous. Voilà. Donc on a terminé un peu sur cette partie Actu Sport Auto. Comme on vous le présentait en préambule, on va revenir un peu sur qu'est-ce qui s'est passé en F2. Parce qu'il y avait la F2 aussi ce week-end à Jeddah. Et c'est notre cher ami Vesti qui a gagné. Et comme tu le disais en entrée, Alex, dommage pour Pourchaire. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de votre côté, sur ce week-end de F2 ? Est-ce que vous avez des faits marquants, des choses qui vous ont impressionné de la part des jeunes pilotes ? Parce que c'est un peu aussi la base des seigneurs de la F1, de suivre un peu ce qui se passe de côté F2, F3. Est-ce que vous avez des noms qui vous viennent à l'esprit quand on parle de ce week-end en F2 ? Moi, je pars toujours dans mon cœur. Leclerc, le moment où il était en lead sur la petite partie avant son dernier pit stop. Ça faisait plaisir aussi de voir comment ça se bataillait. Et ce que je retiens aussi, c'est encore une fois
l'usure des pneus, le choix stratégique sur les pneus. Tu voyais la différence en fait au bout d'un moment entre ceux qui avaient les super soft et après les médiums. Tu voyais quand même la différence sur le long terme. Un peu déçu aussi, je crois que c'était pendant la course de sprint pour Cher, son freinage tardif au premier virage, c'était vraiment bête, hein, j'ai envie de dire. C'est pas du pour Cher. Voilà, là, il a vraiment pilé à la dernière minute, dernière seconde et il vient s'emboutir contre une autre voiture. Mais sinon, je pense Yo-Yo pourra en reparler, mais Martins, dommage sur le spin. C'est dommage, il était quand même plutôt bien lancé. Et après, on a eu quelques belles batailles. Moi, ce que j'aime bien quand même, Jeddah, c'est pas un de mes circuits préférés, mais l'avantage, c'est que c'est quand même assez rapide. Donc, c'est hyper fluide et on a vraiment des belles aspirations. Et en F2, en fait, je trouve que c'est vraiment bordélique, dans le sens où tout le monde a la monoplace équivalente. Et là, c'est vraiment en mode, tu sens que le mec, limite, il aurait essayé de pousser comme ça à pleine balle pour essayer de gagner quelques kilomètres heure. Et c'est vraiment celui qui joue à freiner le plus tardivement possible et pour vraiment l'emporter. Mais voilà mon ressenti perso, quoi. Ok. En rappelant que du coup, il y a 2 courses à chaque fois qui vont se passer en F2 ou en F3. Ce qui s'appelle la sprint race, donc qui va être un schéma court où c'est en format grille inversé. Donc c'est-à-dire que il y a les qualifications qui vont se dérouler la veille. Et en fait, il va y avoir une grille inversée, c'est-à-dire qu'on va prendre du premier au 10e des qualifications. Et le premier des qualifications sera 10e. Et après, de 11 à 22, on va prendre le 11e sera 22e, etc. Donc c'est en 2 parties. Et ça permet en fait d'avoir un rééquilibrage derrière et d'avoir 2 courses différentes avec notamment la feature race. Donc qui est, alors Nico, je crois qu'ils inversent pas à partir de 11. Justement, quand tu es 11e, tu restes 11e. Ouais. Ah ouais, bah ok. Merci pour la précision, Yves. Mais oui, ça semblait étonnant. Mais ça reste valable pour la première à la 10e position. Exactement. Entre 1 et 10, c'est valable. Et par contre, quand tu es 11e, tu restes sur 11e. Donc, des fois, il faut mieux viser la 11e position. C'est ça. Sachant qu'il n'y a pas de changement de pneus pendant la sprint race, il me semble. Donc, il n'y a pas besoin de changer de pneus. Sauf si tu crashes, tu peux changer des pneus. C'est sûr. Mais comme tu le disais, dommage pour Martin, c'était un peu ma question pour Yo-Yo. Est-ce que tu penses que c'est pas... on a eu des petites erreurs de jeunesse de plusieurs pilotes ce week-end qui notamment venaient de la F3 et en F3 tu uses beaucoup moins tes pneus. Est-ce que tu penses que sur un circuit rapide comme Jeddah, ils ont pu se sentir piégés parce que tout va vite et du coup se dire c'est bon, l'économie des pneus large, et en fait quand ils sont arrivés dans les 10 derniers tours, ça a pêché parce que par manque d'expérience en F2, ils n'ont pas su économiser leurs pneus. Je pense qu'il y a ça. Et aussi le fait que la voiture est différente. Entre F3 et F2, tu as plus d'appui aéro sur la F2. Et tu as également un truc qui change, c'est qu'ils ne connaissent pas le circuit. Ils arrivent sur un circuit qu'ils ne connaissent pas du tout. La F3 ne va pas du tout sur ce circuit-là. Donc forcément, tu arrives sur un circuit où tu ne connais pas l'usure de tes pneus. Quand on prend le week-end de course, à différents horaires, les qualifs sont plus tôt. Après le samedi, ta course elle plus tôt aussi. Et le dimanche, la course est un peu plus tard. Donc forcément, vu que le soleil se couche, la température également est assez différente. Donc ils se font piéger à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. Des erreurs de jeunesse. Il y a aussi le fait que quand tu vois des concurrents comme Pourchère et Martins qui se crachent, tu te dis si Sébastien crachait, j'ai ma chance aujourd'hui. Et ça cause aussi d'erreurs. C'est vrai que ça peut tout tirer. Tu te rends compte que chaque micro truc a son influence, notamment à Jeddah où tout se passe vite. Et comme tu disais, Alex, l'erreur de Pourchère, est-ce que ça t'a pas fait un peu penser à une dive bomb, toi qui aimes bien le parallèle? Si. C'est ce qu'on a dans en tant que sim racer, joueur sur PC ou console. C'est vraiment ce qu'on regrette le plus. On est en train tranquillement de faire son premier virage et d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive à balle, qui a juste oublié de freiner ou qui avait cette volonté d'écraser littéralement la voiture.
et, et on se voit embarquer. En fait, on se dit que le pauvre, comment interrompre une course, quoi. Donc, je trouve que c'est dommage. C'est une erreur, hein. Il l'a reconnu, donc ça arrive. Mais bon. Ouais, mais là, c'est critique pour lui. C'est un seigneur critique. Premier Grand Prix, il n'arrive pas à gagner, à remonter, à dépasser lors de la course de sprint. Deuxième Grand Prix, il fait un crash et il termine pas ou il termine loin dans la course principale. C'est compliqué. Ça commence et on sait qu'il a la pression parce que c'est sa dernière saison forcément. Il n'est pas du budget de cette saison. Il a quand même trouvé un contrat chez Hart. Donc s'il prouve rien, on sait que l'année prochaine, on va le retrouver soit en Super Formula, soit en Formula I, un truc comme ça. Donc ça m'étonne jamais. Tu penses Formula I aux couleurs d'Intermarché, ça peut le faire. Hein. Bah, c'est un peu du greenwashing. Hein. Mais est-ce que tu penses qu'il subit pas un peu aussi la pression de Martins qui tourne bien alors que c'est sa première saison en F2? Ah aussi, c'est sûr. Quand tu vois Martins performer en qualif, qui a les moyens de gagner s'il n'y a pas de souci, il l'a subi. Tu peux pas te laisser ton coéquipier qui arrive te battre, sachant que toi, c'est ta troisième saison. Ouais, c'est vrai. Alors, sachant que, du coup, tout n'est pas perdu pour lui. Il a marqué 0 points ce week-end, mais il a quand même 32 points. Il a 1 point de Bochung, qui est premier pour l'instant du classement. Là, le tableau est quand même assez stack. On va voir ce qui va se passer à Melbourne. On sait que Melbourne, c'est quand même un beau circuit. Je sais pas s'il a F2 à Melbourne. Je crois pas qu'il a F2 à Melbourne. Alors si, je vois dans le calendrier, c'est marqué Melbourne F2. Et après, ça a changé alors? Bah, peut-être. Ça va être sympa. Donc sur le nouveau tracé, ça peut être très très sympa. Exactement, ouais. Mais on suivra tout ça, sachant qu'il y a un pilote dans tout ça qui est assez régulier, c'est quand même Iwasa. Et pilote à surveiller parce qu'il pourrait faire quand même les beaux jours, je pense, de AlphaTauri, si jamais Red Bull décide de le faire passer en F1. Sachant que c'est un pilote de la Driver Academy Red Bull. Ça peut être intéressant pour eux de tester au moins. Ou alors de le mettre en troisième pilote. Mais il est assez régulier. Pour remplacer, ouais. Je pense que typiquement c'est un bon pilote asiatique et Red Bull arrivera soit le placer en top en Super Formula qui est quand même assez réputé en Asie et dont Red Bull fait partie, en tout cas et écurie, ou son F1 comme tu dis chez AlphaTauri, il n'y a pas de doute. Bon, on suivra ça et en tout cas rendez-vous début avril pour savoir à Melbourne la suite du championnat de F2, mais je trouve très très passionnant dans les courses, dans le rythme aussi qui est mis. Il y a quand même un super rythme qui est mis et je trouvais ça marrant parce que lors du Grand Prix là, donc je crois que c'était dimanche midi, il y avait De Vries qui était arrivé plus tôt pour aller voir les pilotes de F2 et je trouve ça bien que les anciens pilotes de F2 continuent à venir voir la F2 même quand ils sont passés en F1. Je trouve que c'est un beau symbole et ça permet de faire la passation naturelle entre les différents styles de Formula qui existent. Et en tout cas, par contre, dans les bas-fonds du classement, on a un Français Clément Novalak, qui s'en sort pas trop avec sa monoplace, et Adjar qui a aussi un peu du mal à se mettre dans le rythme pour l'instant, mais c'est vrai qu'il subit un peu aussi la voiture. Je sais pas ce que tu en penses, Yo. Mais je suis d'accord, après, c'est des vraiment jeunes et il faut qu'ils apprennent aussi à utiliser la voiture. Sachant que même si le budget est quand même différent quand tu es dans les écuries que eux ils sont, par rapport à Hart, qui est vraiment le top team de la F2. Par contre, je rebondis sur ce que tu disais, il faudra se lever très tôt à Melbourne pour regarder la F2 et la F3. Oui, c'est vrai. Le Grand Prix est à 7h, donc je pense que ce sera 3, 4 heures du matin, tout comme ça, pour regarder la F2 F3. Alors, allons regarder. Ils n'ont pas encore mis. Ils n'ont pas encore mis les horaires. Ah. Ça va être à 4 heures du matin. Hein. Le Grand Prix est à 7h, donc. Il y a moyen. Après, en vrai de vrai, je trouve qu'on a quand même un peu plus de sensations, des fois, sur des courses de F2 que sur des courses de F1. Donc, à tout moment, tu le regardes en replay, quoi.
pendant la course de la F1, tu te mets double écran. Exactement. Ouais. Non, T'attends la petite safety car qui relance la F1 et hop. C'est ça. Alors, on en est où dans le sommaire? Du coup, on a fait nos actus du sport méca. On a fait la F2 avec Vessi qui a eu un peu tout le monde à l'expérience. Et ben maintenant, c'est un peu le moment de passer sur la catégorie reine, la F1, avec le Grand Prix et la rétrospective du Grand Prix de Jeddah, qui a vu du coup la victoire de notre cher ami Pérez, qui a gagné du coup, je crois que c'est son 11e Grand Prix qu'il gagne, si je ne m'abuse. Devant du coup Pérez, Verstappen et Alonso. Alors, on aura le temps de revenir sur l'ambroglio de la FIA autour de si Alonso était bien troisième parce qu'il avait des pénalités, que la FIA au final a mis 1 heure pour se décider si oui ou non il y avait pénalité, qui a laissé le podium se passer, qui après le podium a dit ah non, Alonso il a en fait pas sa 3e place, que ensuite Alonso et Aston Martin ont fait appel et Alonso a récupéré sa 3e place. Enfin tout ça, en tout je crois que ça a duré jusqu'à 22h, 23h cette histoire. Quasiment 23h, ouais. Et du coup on s'est retrouvé avec Alonso qui est bien 3e du Grand Prix. Ce qui fait un petit peu la différence, on le verra pour le classement des écuries notamment. Et du coup, c'est un peu l'heure de revenir sur le Grand Prix de Jeddah. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs? Qu'est-ce que vous retenez de ce Grand Prix? Est-ce que vous avez des choses qui vous ont marqué, tout simplement? Ouais. Moi, je trouve que il faut rappeler, faut préciser aussi que pendant les qualifs, on a eu un Verstappen qui a eu une panne. Donc, du coup, ça relève aussi potentiellement un prétendant. Et en fait, de voir cette bataille entre Alonso qui essayait d'aller chercher un Pérez, essayait d'aller chercher le temps, c'était assez costaud. Et après, quand il y a eu la course, de voir au démarrage un Alonso qui ose freiner tardivement et mettre une petite douille à Pérez, bon, se faire récupérer quelques tours après. Mais c'était vraiment en mode, il nous montre vraiment le papa Alonso qu'il est là, qu'il est content de sa monoplace. Aston Martin au sommet. Franchement, top 2, top 3 en constructeur à la fin de l'année, ce serait un bond de géant, quoi. Mais on va saluer aussi quand même la remontada et la consistance de Verstappen. Voilà, il a fait son petit Grand Prix tranquillos. On ramène la voiture à la maison, on grimpille des places petit à petit, hop, ça se passe bien. Et en fait, Red Bull qui est littéralement au-dessus en termes moi, je vais pouvoir le dire, fiabilité, même si il y a eu le petit problème mécanique, mais en termes de performance, en termes de régularité, en termes de gestion des pneus, c'est vraiment un level au-dessus. Mais je trouve là cette image assez intéressante. On voit quand même l'équilibre en termes de classement d'écurie. Tu vois, 2 Red Bull, il y a juste le petit Alonso qui s'intercale entre les deux parce que Stroll, malheureusement, il a eu une panne alors que c'était quand même plutôt bien parti. Ensuite, les 2 Mercedes, les 2 Ferrari, les 2 Alpine. On a eu Magnussen qui a réussi à faire une P10 à la fin. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et effectivement, la décision à la fin, voilà, Alonso qui se prend une pénalité au début parce que soi-disant il était peut-être 5 cm de plus sur la ligne de départ, un peu trop à gauche. C'était complètement insensé. Et à la fin, on lui dit bon bah potentiellement il y a 5 cm, enfin il y a 5 secondes de pénalité supplémentaire. Et là, il te lâche il était à 4 secondes de 2 de Russell et il te lâche en un tour 5 secondes 3. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Il a activé le mode super boost de l'Aston Martin, le nitro, tout ce que tu veux. Et franchement, ça fait plaisir pour être voilà, un fan incontesté de la Formule 1 des années 2000, de voir un Fernando Alonso qui, pour les 2 premiers Grands Prix, nous lâche un top 3. Alors là, franchement, ça fait plaisir de voir cette fameuse tête, quoi. Et tu fais très bien de dire fan des années 2000, parce que du coup, c'est le 100e
podium de Fernando et il rentre dans le club fermé des pilotes qui ont du coup plus de 100 podiums dans leur carrière. Donc Lewis est très loin devant, 191 podiums à son actif. Schumacher 155, Vettel 122, Prost 106, Raikkonen 103 et du coup le père Fernando est à 100. Bon, est-ce qu'il va aller chercher Raikkonen et Prost? C'est quand même possible cette année. C'est quand même possible. C'est possible. Bon. Après, moi je comparais Alonso à Raikkonen, mais je ne comparais pas à Prost, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant de courses que l'on a actuellement aussi. C'est vrai. À l'époque, tu avais 10-12 courses dans la saison, tu es content. Et là, on a des saisons où on a 20-23 courses. C'est compliqué en tout cas de comparer un Prost à un Alonso. C'est vrai. Mais en tout cas, Lewis, pour l'instant, inatteignable avec ses 191. Peut-être le Verstappen dans le futur. Mais c'est intéressant ce que tu disais par rapport à Red Bull. Et moi, j'ai une question pour Yo-Yo. Qu'est-ce que tu penses de Red Bull? Parce que trop fort, mais on sent qu'il y a des petits couacs. Alex parlait des qualifications, problème de fiabilité. Ils ont touché à l'aileron de Pérez 2 heures avant le Grand Prix. Il y a eu aussi des tensions au micro, parce que Pérez a senti la douille arriver quand ils lui ont dit « Oh oui, si tu peux ralentir le rythme, c'est pas trop mal ». Et il a eu la lucidité à 300 km/h de demander « Oui, mais Verstappen, on lui demande pareil ». Et ils ont dit non. Du coup, il a réaccéléré parce qu'il sentait la douille arriver. Est-ce que tu penses que tout ça cumulé, au final, ça va pas, ils vont pas se tirer une balle dans le pied? Non, je pense pas. Comme on a pu le voir avec Mercedes, à l'époque Rosberg et Hamilton, alors les deux se battaient, les deux pouvaient se cracher, il peut y avoir des problèmes également en mécanique. Et il y a tellement de différence avec les autres que tu sais que même si tu perds tes deux pilotes sur un week-end, les deux autres week-ends, tu as plus de points que tout le paddock réuni, quoi. Donc ça fera une différence. Et justement, c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut un peu de panache, un peu de bagarre, un peu de drama pour donner un peu de sens à la saison. Et puis à Netflix, parce que sinon, là, Netflix, quand on regarde le classement où tu as les deux à chaque fois collés les uns aux autres, il n'y a pas de sens. Ah oui, bah c'est sûr que Netflix va tirer un peu la gueule si jamais ça se bagarre pas. D'ailleurs, classement des pilotes, pour juste faire la parenthèse avec ça, 44, tu disais 44, 43 points pour les deux de chez Red Bull, sachant qu'il y a eu, pour ceux qui n'ont pas trop suivi le Grand Prix, il y a eu quand même une mini-guerre à un moment, parce que Verstappen a signé le meilleur temps en course au moment où il savait que c'était Pérez qui l'avait. Et il lui restait... Non, il était très intelligent, il a fait au dernier tour. Oui, Pérez a déjà franchi la ligne, il ne pouvait pas aller chercher le meilleur tour. Verstappen, il a vraiment été un rat sur ce coup-là, je suis désolé. Il s'est pas dit, je vais attaquer l'avant-dernier tour. Il a attendu 4 ou 5 tours pour économiser. Et il s'est dit, bon, dernier tour, je laisse Pérez franchir la ligne. Et moi, j'attaque et je fais mon meilleur tour à ce moment-là. Je sais que je l'ai, c'est tranquille. Du coup, on va poser la question au stratège. Alex, est-ce que c'était bien joué de la part de Verstappen ou est-ce que c'est vraiment du vice pour aller faire chier Pérez? Moi, je dis c'est le petit clin d'œil à Brésil de l'année dernière. Donc voilà, je pense qu'il l'a encore au travers de la gorge. Je lui dis tiens, je te mets ton petit point au dernier tour. Effectivement, comme a dit Yo-Yo, et on le sait tous, si Verstappen voulait aller chercher Pérez, il l'aurait fait, en sachant que voilà, il a fait juste une petite remontada, quoi, tranquille. Mais il s'est dit bon, allez, c'est le début de saison, un point par-ci, un point par-là, je vais quand même gratter tout ça. Et je pense que ça fuse. Hein. Il a fait son calcul, il s'est dit bon, bah voilà, premier, je vais pas avoir tous les points. Là, on est encore en début de saison, c'est 2 Grands Prix, on voit vraiment un détachement drastique de Red Bull. Je pense que ça va être intéressant de voir sur les prochains Grands Prix l'attitude des deux pilotes sur ce genre de petites bêtises. Si, encore une fois, il y a des problèmes de fiabilité, s'il y a Verstappen qui part un peu plus loin, qui a un petit accrochage sur deux choses, c'est là où c'est intéressant, quoi. Parce qu'on sait tous, si Verstappen part premier, en fait, il est parti, on ne le revoit plus et c'est fini, quoi. Ce qu'il nous faut, c'est un départ où les deux sont 1 et 2. Ouais. Pour voir qui lâchera le premier et qui ira vraiment au contact.
Genre à Monaco. Qui fait l'intérieur. Ouais. Ouais, Monaco, même Melbourne, en vrai. Melbourne, avec Oui, c'est le vrai. bac à sable, Ça, t'as pas Monza, tort. premier virage. Monza aussi, tu vois, tu lui fais les petits intérieurs là. Hop. J'avoue. Ça nous fait une Hamilton-Leclerc. Non, Verstappen, Hamilton, je voulais dire. Verstappen. Hamilton. Ah là Ouais. là. Mais Je sais pas. il y a une question qui peut se poser, parce que c'est vrai que pour ceux qui sont arrivés, on va dire tout fraîchement dans la F1 ou qui ont resuivi la F1 depuis Drive to Survive, c'est vrai qu'on n'avait pas eu, une domination nette et sans bavure d'une écurie. Et je pensais notamment aux années 2004, 2006, 2013, il me semble, 2016. Ouais. Avec notamment tout ce qui est, pour citer, c'était Schumacher, Vettel, Hamilton. Et du coup, là, est-ce que c'est l'année Verstappen, pardon, et il va surdominer le plateau, comme l'avait fait du coup ces trois grands noms précédemment. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, il y a moyen. Ça dépendra vraiment de la type de Perez. En vrai, si Perez se rebelle, il va pas surdominer parce que c'est dans la même voiture et que en cas de problème mécanique ou même en cas de crash, tu peux très bien couper la roue de ton coéquipier et toi avoir un aileron qui part tout simplement. Donc je pense qu'en cas de crash ou quoi que ce soit, ça pourrait combattre les cartes. Oui, pour ceux qui suivent depuis peu longtemps, on peut rappeler le duel Hamilton-Rosberg. C'est à ça que tu pensais, je pense, quand tu parlais un peu de duel. Ouais, je pensais notamment en Allemagne, crash au premier virage. Toto aussi s'en souvient, je pense. Ouais, c'est pour ça que... Je pense aussi. Et je pense qu'il aimerait bien être à la place de Red Bull justement à l'heure actuelle, avec deux pilotes qui se battent plutôt que deux pilotes qui subissent leur voiture. Bon, on est sur des problèmes de riches, quoi. En gros. Oui, c'est ça. Et il y avait une donnée, parce que tu disais le coup malin de Verstappen pour un peu économiser ses pneus. Comme vous le savez, depuis le début de la saison, on suit pas mal de data, donc de données sur la F1. Et en fait, il y avait une donnée assez intéressante que j'ai récupérée du coup du compte sur lequel on s'est abonné sur F1 Data Analysis. Et c'est en fait, sur ce diagramme, on voit en fait que, donc pour ceux qui sont en podcast, on vous encourage à regarder un peu la VOD. Mais en fait, Verstappen a tapé un des tours les plus lents sur les 10 premiers. Et il l'a fait, je crois, 3 fois pour récupérer ses pneus. Et on le voit sur le graphe. Et après, il a claqué le meilleur tour à la fin. C'est quand même exceptionnel. Mais sur ce graphe, il y a un truc qui est fou. C'est qu'on voit en fait que les meilleurs tours en course sont vraiment signés par les Red Bull. Et qu'il n'y a que Alonso qui arrive à aller dans cette zone-là. Dans cette zone proche des Red Bull, où le tour est très rapide. Et à le poursuivre ce qu'on appelle l'effort de tour rapide très très longtemps. Est-ce que vous pensez que Red Bull a mis un coup à tout le monde et par rapport à ce qu'on se disait la semaine dernière, par rapport notamment à l'utilisation du DRS et des ailerons, est-ce qu'ils ont mis un coup à tout le monde sur la vitesse de pointe, ce qui fait que sur des circuits comme ça hyper rapides, ils arrivent à atomiser le temps par tour et du coup avoir une avance significative et après à être dans l'économie. Après, c'est le pilotage aussi. C'est le pilotage des Red Bull, hein, c'est la consistance. Cette année, il faut quand même aussi se le dire, les Aston sont très rapides. Je crois que c'est les plus rapides en virage, en termes de vitesse de pointe. Il y avait souvent les graphes. En revanche, encore une fois, l'équilibre parfait, c'est Red Bull qui l'a. Tu nous avais partagé un graphique en off qui te montrait en fait le nombre de G que se prenaient les Red Bull versus Ferrari versus Aston, et en parallèle de ça, la vitesse de pointe max qu'il y a eu à Jeddah. On voyait un pic côté Ferrari qui en soi va très vite, mais donc du coup, j'imagine même pas comment ça doit être de tenir les 53 tours en se prenant 7G, 250 km/h dans les virages, là où un Verstappen se prenait à peine 5G et Aston 5G5, quoi. Et pour une vitesse de pointe, ouais, c'est celui-là. Ah, c'est sûr. La vitesse de pointe, c'est Red Bull dominance totale.
Et en fait, on voit le pic énorme chez Ferrari qui passe sur du 7G, hein, le pauvre Leclerc quand même. Ouais. Et tu vois la consistance en fait de Red Bull, c'est propre, c'est linéaire, c'est clean et ça va plus vite quoi. Et en fait, tu voyais alors même des parce que ce qui est fou, c'est aussi le pilote, faut se le dire. Dans les essais, voilà, Perez se lance, il commence à faire le temps, ok, Alonso suit et lui dit bon, vas-y, moi je fais le meilleur temps. Verstappen s'élance littéralement 20 minutes après, il fait 3 tours, il claque le meilleur temps, allez hop, bonsoir, je rentre chez moi, je vais me prendre une petite bière et je me mets devant la télé quoi. Mais c'est quand même assez fou. Et il faut dire quand même, je pense que Verstappen, on est d'accord, il se plaint tout le temps de sa voiture, il est pas content ou autre, mais ils ont fait juste une machine. C'est l'équivalent de Lewis Hamilton qui voulait la meilleure machine il y a 3 ans quand il y avait la dominance Mercedes. Ils étaient intouchables. Là, je crois que Red Bull, ils ont vraiment trouvé la combinaison parfaite pour avoir cette consistance, je pense, pour tous les prochains Grands Prix, quoi. Et Elle est faite d'ailleurs, sur ce que tu dis, je pense que la voiture est tellement parfaite que dès qu'il y a un petit machin qui va pas, c'est ça qui te fait que tu as un doute sur ta voiture. Tu as tellement l'habitude d'avoir la voiture qui tourne parfaitement, qu'il n'y a pas de défaut. Et, alors que des fois, ça peut être juste. Il va trop sur la trajectoire extérieure, il ramasse un peu de gomme, la voiture est déséquilibrée. Ouais. Pareil, le pneu qui est pas assez bien travaillé, parce que forcément, tu n'as fait qu'un seul tour au lieu d'en faire 2. Et donc, forcément, tu sens que ta voiture n'est pas la même. Les freins, pareil, qui sont pas assez en température. Il y a plein de paramètres qui peuvent changer, tellement tu as l'habitude d'avoir la voiture parfaite sur un tour ou sur plusieurs tours que tu te dis la voiture ne va pas bien, alors que pas du tout, quoi. C'est juste que tu n'as pas mis un élément qui n'est pas à température ou qui est mineur. Mais je crois qu'on en parlait lors d'un épisode il y a un petit moment où je sais plus, j'avais dit à un Grand Prix, il y avait eu du vent et direct Verstappen disait oula, il y a un comportement complètement différent. Je crois que j'avais fait la comparaison avion papier japonais et voilà, un petit peu l'équivalent. Et en fait, il sentait tout de suite la différence et on voyait qu'en fait les temps c'était plus du tout les mêmes lorsqu'il y avait un tout petit peu plus de vent que d'habitude. Donc je pense qu'en fait, la Red Bull, il faut qu'il y ait des conditions parfaites pour que ça aille bien. Et il faut qu'il y ait un minimum de touchettes. S'il y a le moindre impact ou le moindre changement là-dedans, ça peut effectivement, comme tu le dis, Hugo, faire basculer la balance. Mais jusqu'à présent, faut le dire, hein, et il l'a encore prouvé, il a quand même eu de la chance aussi, Verstappen, de ne pas s'arrêter. Voiture de sécurité, parfait, l'arrêt au stand comme il faut. J'avais juste de la peine pour Leclerc qui, lui, était rentré un tour avant, quoi. Donc, Mais bon, je dis ça s'est amélioré côté stratégie niveau Ferrari. Ils ont réussi à dépasser, à faire des bons arrêts, quoi. Là, c'est nickel. Ça file droit avec Vasseur. Hein. Ah bah oui, tu sens l'expertise. Ah bah oui. Mais c'est très, très intéressant parce que dans ce que tu dis, par exemple, sur le comportement de la monoplace de chez Red Bull, pourquoi j'avais notamment vu ce graphique et qui est très intéressant, c'est que quand on regarde aussi les performances qu'ils ont intrinsèquement dans les virages et notamment dans le tour de qualif, c'est qu'en gros ils ont du mal à aller sur cette zone supérieure à 6G et en fait ils ont des perturbations dès qu'ils dépassent un certain km/h par rapport aux G qu'ils vont subir. Donc c'est-à-dire qu'ils ont sacrifié un peu la performance dans les virages pour tout aller chercher côté vitesse de pointe et réaccélération. Et pourquoi on dit ça? Parce que en fait c'est la zone qui est là d'aller chercher les plus de 325 km/h. Il n'y a que eux qui sont capables d'y aller, quoi. Donc, d'ailleurs, c'est flagrant en qualif. Il y a un moment où je sais plus, je crois c'est en Q1 ou Q2, t'as Verstappen qui met un grand coup de volant en virage justement pour avoir plus de vitesse et justement on va prendre certes plus de G parce que la voiture tu es obligé de la déséquilibrer pour la faire prendre plus de vitesse en virage. Ouais, du coup, est-ce que ça va pas leur porter un peu préjudice sur des circuits, on va dire, avec un peu moins de ligne droite ou un peu moins avec des circuits avec des courbes rapides? Et on peut penser par exemple à Melbourne,
parce qu'il y a des phases un peu plus lentes. Est-ce que vous pensez que le prochain Grand Prix peut être aussi un révélateur de la consistance de la Red Bull sur l'ensemble du panel de circuits qui peuvent se présenter à eux, avec peut-être un peu plus de vent aussi? Bah, non, moi, je pense pas. En fait, là, on l'a vu l'année dernière. On a le même programme, hein, le même calendrier. Globalement, ils ont toujours été au-dessus. On voit que la voiture s'adapte parfaitement. Et tu vois, l'année dernière, c'était Ferrari qui misait plus sur, on va dire, l'aéro et moins sur la vitesse de pointe. Et au final, à chaque fois qu'il était devant, mais de loin, c'était vraiment la vitesse de pointe. Là, Ferrari, cette année, c'est intéressant parce qu'ils sont partis sur un autre aspect. Ils sont partis retour aux origines de Ferrari, donc la vitesse. Mais donc, du coup, en virage, c'est plus pareil. Donc, je pense qu'ils vont tout donner à Monza pour faire plaisir au public. Là, j'aimerais bien qu'il y ait les 350 qui soient tapés côté Ferrari. Il y a une Hülkenberg là, 342 avec moteur Ferrari, Oui. donc ça promet, quoi. Mais. Et Leclerc 337 quand même, ouais, c'est pas mal. Mais Verstappen 343, il est sur une autre planète. Bon, allez, il s'envole, let's go. Il lui faut des petites ailes sur le côté et c'est parti. Il survole, Ouais. il survole le Grand Prix, quoi. Et là, on est sur un enchaînement de circuits. Après, on le sait tous, ça va être vraiment domination Red Bull. Australie, maintenant avec le nouveau tracé, on a de la vitesse. Sachant que tu as déjà les deux premiers, tu as la première ligne droite des stands, et ensuite tu as la deuxième ligne droite. Exactement, t'enchaînes. T'enchaînes après le nouveau tracé qui fait que tu es tout le temps à fond. Ensuite, c'est Azerbaïdjan. Donc là, c'est full ligne droite et la ville, bon, bah, ça va être. Tu peux pas trop dépasser en plus dans cette partie-là, donc c'est pas intéressant. Miami, je sais pas du tout. Mais il y a la grande ligne droite. Miami, ligne droite aussi. Hein. Il y a la grande ligne droite, certes, mais il y a pas mal de virages, mais tu peux pas le dépasser à ce moment-là. Non. Émilie-Romagne, bon, c'est compliqué aussi, mais ça fait la différence, la vitesse de pointe. Monaco, non. Et après, le reste, c'est globalement encore de la vitesse de pointe. Et puis même chez lui, je pense même à Zandvoort. À Zandvoort, ça va être aussi pareil, quelque chose de monstrueux, je pense. Mais vraiment, j'ai plus hâte de voir à Monza et à Las Vegas, parce que Las Vegas, c'est quand même de la ligne droite comme jamais, de voir ce que ça va donner. Parce que là, ça promet quand même. Ouais, mais tu citais le Grand Prix d'Imola. En vrai, Imola, en vitesse de pointe, il n'y a que la longue ligne des stands, non? Ouais. Parce qu'après, c'est des longues courbes qu'il faut aller chercher. Ouais, t'as la ligne des stands. Après, c'est assez lent quand même. En dehors des... Après, parce qu'après, t'enchaînes, virage à gauche. Déjà, t'as l'épingle. Après, tu remontes. Tu es obligé de freiner pour tourner sur le virage sur la droite. Et t'as le virage assez lent. Et après, t'es dans la remontée où t'as la chicane. Et quand on citait Melbourne, quand tu vois le tracé de Melbourne, il y a quand même des zones où c'est pas de la ligne droite, tu vois. Il y a deux belles grosses lignes droites, mais après, ça reste quand même avec un léger déport. Et du coup, je sais pas si avec le vent, comme tu le disais, la Red Bull peut être freinée dans ça. Surtout que la zone de DRS n'est pas dans cette longue ligne que vous voyez ici, du coup, en bleu, qui est entre le virage 8 et le virage 9. Où du coup, ça fait une longue ligne, une longue courbe, comme un peu à Jeddah. Mais il n'y a pas le DRS là. Mais après, il faudra voir le météo, mais je sais pas quel temps il fait actuellement ou quelle époque c'est. En fonction, il peut soit faire beau et chaud, très chaud, soit s'il peut pleuvoir. Et après, faut pas oublier aussi, là, Aston Martin a apporté son premier pack d'amélioration. On a vu quand même la diff. On va commencer encore à avancer encore sur des petits tweaks sur la voiture. Donc, hâte de découvrir un petit peu ce que nous réserve aussi Red Bull pour être encore plus efficaces qu'ils peuvent l'être déjà aujourd'hui. En sachant que entre Melbourne et après Azerbaïdjan, il y a un mois de repos, quoi, entre guillemets. Oui, c'est vrai. Alors, revenons sur le calendrier. Du coup, ça sera Australie. Et oui, du coup, il y a quasiment un mois entre l'Australie et Bakou. Avant qu'on passe au prono et
aux agendas. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter par rapport à Jeddah? Limite, on pourrait faire une note. Combien donnez-vous à ce Grand Prix de Jeddah? Une note sur 10 pour vous? Moi, je l'aime bien. Moi, je mettrais un 8. Bizarrement, j'aime bien. Parce qu'on voit quand même de belles batailles, hein, c'est sympa. Et le tour de qualif, c'est vrai qu'il est impressionnant. Même si c'est pas la qualif, on va dire, de Verstappen qui aurait pu faire la pole l'année dernière où il était vraiment à ça du mur, etc. C'est vraiment. On voit les limites. On voit les limites vraiment du Grand Prix. Je trouve que c'est assez intéressant. Et puis, on a quand même de belles batailles. Hein. Donc, Ok. donc, je mettrais mon 8 quand même. 8 sur 10 pour Alex. Pour Yo-Yo? Moi, je suis un peu plus sévère, je vais mettre un 7. Alors, certes, c'est. Mais déjà, je suis pas fan des circuits urbains. Alors, certes, c'est peut-être le meilleur circuit urbain en dehors de Monaco. Mais clairement, trop de DRS, tue le DRS, quoi. C'est des longues droites du DRS. Des pilotes encore intelligents qui attendent avant de se dépasser parce qu'il veut pas le DRS, préfère attendre. Et après, tu vois qu'il dépasse et qu'il a lâché l'autre assez facilement. Je trouve que ça nuit un peu la course et la bataille, quoi. Sinon, on a encore une autre petite safety car qui a relancé un petit peu la course. Et Verstappen. Et je pense que sans Verstappen, on n'aurait pas connu une course aussi mouvementée, il ne serait pas parti 15e. Donc c'est lui qui sauve un peu la course, quoi. Ok. Ouais, ça se tient. Ça se tient. Moi, je mettrais comme toi, pour les mêmes raisons. 7 sur 10. C'est un grand prix à suivre, mais on l'aime bien. On l'aime bien surtout sur simulateur. Mais c'est vrai que t'as un creux, et surtout que dans le creux, tu peux pas suivre vraiment de data parce que les data, c'est juste de la full speed. Enfin, que de la vitesse. Ouais. Il n'y a pas des bonnes données, tu vois, sur les freins, sur les trucs comme ça. Exactement. Ok, bah merci messieurs. On va passer maintenant à la programmation. Prochain Grand Prix, comme on disait, Grand Prix d'Australie, Melbourne, le week-end du 31 mars au 2 avril. Et ça sera tôt. Ça sera très tôt le matin. C'est 7h le Grand Prix. Ouais, Et c'est 6h la qualif, je crois. 7h le Grand Prix. 3h30, c'est parti. 7h les qualifs, 7h, non, c'est 7h les qualifs. Mais à 3h, comme tu disais Alex, à 3h30, 4h30, les essais 3. Donc, et même les essais 1, hein, le vendredi, sont à 3h30 et 4h30. Alors, chers auditeurs, n'hésitez pas à rentrer de soirée et à enchaîner avec les practices. Ah, c'est ça. C'est un bon remède. En vrai, je crois que le vendredi, je suis dans l'avion pour rentrer à 3h30. Donc si j'ai de l'internet, il y a moyen que je regarde. Il va être en train de suivre tout ça avec les données, quoi. 3h30. Exactement. Okay. Donc du coup, il y aura aussi de la F2. On ne sait pas encore les horaires, mais il y a moyen que ça soit dans les mêmes tranches horaires 3h30, 4h30. Et les F3 aussi. Et les F3. Et la F3. Donc là, ça va être un gros week-end. Il y a le MotoGP à pas oublier ce week-end. Et avant de se quitter, du coup, on va faire les pronos pour le Grand Prix de Melbourne. Donc, comme on le disait en intro du stream, Grand Prix un peu mitigé ce week-end parce que Alex a découvert le 2e et le 3e et j'avais le vainqueur. Donc, c'est un peu kiff-kiff. Et Yo-Yo, t'avais Verstappen, t'avais mis premier. Exactement. Je tiens à dire que vendredi, on était au bureau. Dico me demande qui je vois en pôle. Oui, c'est vrai. Et j'ai dit Pérez. Et t'as dit Pérez. Franchement, c'était bien joué. C'était très bien joué. Parce qu'en vrai, vous écouterez le stream aussi de la semaine dernière, mais on donnait des très bonnes raisons de suivre Pérez cette saison et que ça allait être un peu notre outsider de la saison. Donc du coup, qui tu vas mettre pour Melbourne? Est-ce que tu vas tenter Pérez? Non, je mettrai Verstappen. Revanchard, Red Bull ne fera pas 2 fois la même erreur d'avoir un problème sur sa voiture parce qu'ils savent ce qui va criser, sinon faut pas énerver le petit enfant. Pérez P2, il va s'agir, tout le monde a discuté, tout va bien. Okay. Et en P3, Alonso, franchement, il est sur une bonne lancée. Okay. Je vois pas les faire revenir comme ça, un coup de baguette magique.
Les Mercedes sont assez loin. Personnellement, ça se jouerait soit Alonso, soit Stroll, et je mettrais Alonso. Ok, donc du coup, le même trio que ce week-end, avec Exactement. le 101e podium d'Alonso. C'est ça. Ok. Alex, est-ce que Moi, tu vas en refaire le trio? Est-ce que tu vas nous refaire le coup de remettre Leclerc à chaque fois? Oui, je suis obligé, dans mon cœur, Leclerc, tu es là. Donc, je me dis que pendant toute cette saison, je vais garder un Leclerc dans mon top 3. Je mettrais quand même Pérez, moi, premier. L'année dernière, il avait ok. il avait fini premier parce que Verstappen a eu un souci. Je me dis qu'il y a quand même moyen qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je mettrais ensuite Alonso et ensuite Leclerc. Je mettrais Alonso P2. Je me dis, ça y est, c'est bon, c'est le moment, fini de jouer. Alonso, montre-nous qui est le patron. Et voilà. Un petit Et donc, Alonso qui s'intercale entre les petit deux. Baby Max, tu le laisses dans les Baby méandres. Max, je le vois dans une tourmente infernale d'accident, quelque chose comme ça. Petite faute ou quelque chose. Enfin, voilà. Un équivalent dive bomb, quoi, par quelqu'un d'autre et il se fait emporter. Mais je me dis que je vois bien Alonso P2 sur tu vois, un arrêt au stand parce que Leclerc s'est arrêté et le tour d'après, encore une fois, il y a eu une voiture de sécurité et donc Alonso, ça lui a permis de conserver cette avance. Surtout que Je vois ça comme ça. j'ai pas les stats des voitures de sécurité à Melbourne, mais ça arrive quand même assez régulièrement. Au début, surtout. Ouais. Ouais, après, un peu moins que sur les autres circuits. On est sur un circuit classique quand même à Melbourne. Il y a des dégagements, des graviers, donc beaucoup plus simple à intervenir. Ok. Bon, bon Toi, Nico ça se tente. Alors là, c'est compliqué parce que ça fait 2 fois déjà que je mets Pérez. En vrai, Un petit Albon. non, je sais très bien que je pourrais jamais mettre une Williams devant. Ouais, ça fait mal au cœur de le dire, mais bon, mon cœur de supporter. Moi, je ne suis dans les grands prix, je ne suis que les Williams, les batailles. Il n'y a que à Imola, il y a que à Monza que tu peux faire ça. Tout peut arriver à Monza. C'est vrai que tout peut arriver. Non, en vrai, je vais mettre. Là, pour le coup, je vais prendre contrepartie un peu de ce qu'on disait avant. Je vais mettre Leclerc. Je vais mettre Leclerc. Alors, attends, explique pourquoi. Là, il y a 2 semaines, d'interruption. Je fais confiance à Vasseur pour remettre un peu d'ordre là où il faut encore en remettre chez Ferrari. Et c'est surtout que je trouve que la typologie du circuit de Melbourne convient très très bien au profil de la Ferrari de cette année. Et vu que l'année dernière, il y avait les problèmes au stand, problèmes de stratégie, etc., et que cette année, j'ai pas l'impression que ça arrive, je le vois bien en fait mettre Leclerc là où il faut, dans les bonnes dispositions. Du coup, je mettrais Leclerc, Verstappen et Russell. Ah oui. Ah oui, je mettrais Russell parce qu'il va être revanchard le fait qu'on lui prenne la 3e place, parce qu'il y a un moment où il a donné, ensuite on lui a repris. D'ailleurs, c'était très drôle sur les réseaux sociaux. Mercedes et Alonso qui s'envoyaient des mèmes interposés avec je t'ai pris la 3e place, ah bah non, elle me revient, et que Mercedes réponde avec un trophée un peu 4e place dans les mains de Russell. C'est très drôle. Donc je le vois bien aller dedans, et ce week-end j'ai trouvé plutôt rapide avec beaucoup de rythme. Je trouvais plutôt pas mal. Si on revient sur le graphique que je montrais tout à l'heure, qui va être là, par là. Moi d'ailleurs je peux même mettre celui-là. Russell en fait est quasiment dans les mêmes zones que Alonso. Ça c'est fou, mais il est dans les mêmes zones. Et en vrai il était pas si loin de ça de Pérez. Hein. Par contre, il avait un meilleur rythme que Sainz et Leclerc, donc à Melbourne, tout est possible. Donc voilà. Ouais. Voilà pour les pronos. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les communiquer. On les partagera. Très bien, messieurs. Est-ce que vous avez des choses à rajouter pour
pour cet épisode, des trucs à noter dans l'agenda ou des recos. Ben, comme tu disais, MotoGP, retour de MotoGP ce week-end. On va voir les forces en présence. On a enfin des réponses. On va voir où il se situe Yamaha par rapport au Ducati. Pour l'interrogation. Et voir où Marquez, quelle est la forme de Marquez et de la Honda. Pour savoir s'ils vont se battre pour le titre ou s'ils vont encore nous assurer quelques petites batailles, mais sans plus. Ok, bon, on suivra ça avec plaisir. Ouais. Et d'ailleurs, si on avait fait une partie assez longue lors du premier épisode de la saison, donc si jamais vous voulez réécouter l'épisode sur la MotoGP, c'était dans l'épisode 1 de cette saison. Et toi, Alex, des recos, des trucs à noter d'agenda? Pas que je sache, si ce n'est que on a commencé entre seniors Assetto Corsa Competition, et je comprends du coup pourquoi Verstappen passe un temps fou dessus. Parce qu'effectivement, c'est addictif. Addictif, Et c'est pas le même grave. comportement. Donc Très voilà. bien. Ouais, très bien. Bah, en tout cas, n'hésitez pas à vous mettre aussi à Assetto Corsa ou à d'autres jeux de voitures. Moi, de mon côté, ça sera plutôt Trackmania. Mais ça, on le sait déjà. Très bien, messieurs. Et ben, merci pour cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. Puis rendez-vous dans 2 semaines pour le débrief de Melbourne et de savoir qui prendra de l'avance dans nos pronos et savoir si on remontera dans la F1 Fantasy aussi avec nos écuries. Très bonne soirée et puis bisous, portez-vous bien. Au revoir.